Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la numéro 2 de la série sur le tarot de Marseille. Aujourd'hui, nous parlons du battleur. Le battleur est le créateur d'un monde infini. Avec lui, tout est possible. Il n'y a qu'à regarder son chapeau qui représente finalement le symbole de l'infini. Le battleur a une main tournée vers le ciel qui représente l'évolution nécessaire de la matière. Il a aussi une main portant un denier et tournée vers le sol qui symbolise l'esprit qui pénètre la matière. Sur la table du battleur, il y a donc les symboles de l'épée, du bâton, du denier et de la coupe qui représentent la terre, l'air, l'eau et le feu. Ces symboles donnent finalement l'éther qui est le souffle des dieux. Les piliers de la table que l'on voit sur cette carte sont au nombre de 3. Il s'agit du soufre, du sel et de Mercure, qui sont les 3 piliers du monde objectif. De cette manière, le battleur agit sur la vie spirituelle depuis sa table. Nous avons parlé tout à l'heure du fait que sur la table du battleur, il y avait les 4 éléments des arcanes mineurs, c'est-à-dire les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Ces symboles-là unifie finalement le battleur à toutes les autres cartes, aux 78 cartes du jeu. Ce lien permet aussi probablement de comprendre qu'on arrive à la vérité en traversant l'illusion et qu'il faut donc traverser les 78 cartes ou peut-être seulement les 22 pour arriver à une certaine vérité en passant par tous les états possibles. Le battleur ayant le numéro 1 des arcanes majeures, il est donc l'ouvreur de jeu. Est-ce que c'est un illusionniste qui se joue de nous ou est-ce qu'en fait c'est un grand sage qui possède un nombre incalculable de pouvoirs? C'est ça la question qu'on pourrait véritablement se poser et c'est peut-être cette dualité qu'il a en lui qui rend cette carte intéressante et qui permet justement de se poser des questions de la limite entre l'illusionnisme et la sagesse finalement. Et en même temps, par rapport à la question qu'on s'est posée, on peut aussi considérer que le battleur peut représenter le consultant dans sa dualité. Il peut donc être un personnage intelligent, un personnage instruit, mais il peut aussi représenter le mensonge, la trahison et l'imposture. Bien sûr, le battleur nous parle de manifester nos désirs en alignant l'esprit et la matière. Bien sûr, nous ne pouvons pas concrétiser nos désirs si on n'y réfléchit pas d'abord et qu'on ne les fait pas ensuite. Il faut aligner la volonté et les actions, finalement. Il faut être cohérent avec ce qu'on veut et ce que l'on fait. On retrouve ici l'ambivalence entre le haut et le bas de presque chaque symbole, qui sous-entendent la créativité, la création et les projets, bien évidemment. Le nombre 1 est le nombre de la cause première. Il contient la totalité en puissance et il a la puissance de créer un univers entier. Le battleur symbolise les 3 mondes. Il symbolise en premier Dieu avec le symbole de l'infini, le mystère de l'univers ainsi que l'homme. La maxime du battleur est « La vie peut être belle quand on se voue à ses passions ». Le battleur porte des chaussures jaunes, qui est la couleur de l'intelligence. Il cherche donc à toucher la terre avec intelligence. Il cherche des solutions aux problèmes matériels que l'on pourrait rencontrer par exemple dans le travail, dans les emplois, dans les professions, dans la vie concrète finalement. Sur la table, il y a 3 dés qui représentent le 1, le 2 et le 4. Si on additionne ces chiffres, on obtient 21. 21, finalement, c'est le nombre d'arcanes majeures si on oublie le fou. On peut considérer que le battleur a tout le tarot. On peut aussi considérer que le battleur est un jeune homme qui a encore les idées de sa mère. Le battleur est capable d'exercer sa volonté aussi bien sur son côté intellectuel que sur son côté charnel ou animal. Cette dualité explique qu'il n'a pas encore accompli sa réalisation car, comme le dit Jodorowsky, lorsqu'on est soumis au dialogue intérieur, la vérité et l'illumination n'est pas là. On va maintenant s'intéresser à ce que le battleur nous dit dans un tirage. Il indique le commencement où raisonnement, talent et astuce sont au rendez-vous. Le battleur n'a plus qu'à agir et on peut supposer que sa baguette tournée vers le ciel indique qu'il demande l'illumination de quelqu'un de plus mûr que lui, par exemple.
Pour aller plus loin avec le battleur au sein du Rider-Waite ou du tarot de Marseille, il est possible de s'inspirer des jeux qui suivent de près ou de loin le Rider-Waite que tu as à la maison. Pour ce faire, moi j'ai choisi le tarot de Cecoli, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi je le prononce comme ça, le Deviant Moon Tarot, ainsi que le tarot des druides et le tarot Histoire de sorcière. Donc je vais commencer par le Cecoli. Je trouve intéressant que le Cecoli se soit approprié l'idée du masque. Donc est-ce que on est réellement qui l'on prétend être, ou est-ce qu'on se cache derrière ce masque, mais c'est un masque qu'on peut enlever ou remettre, mais pourtant la petite fille a une queue, donc est-elle vraiment un léopard, ou fait-elle semblant, ou alors fait-elle semblant d'être une petite fille? À ce moment-là, c'est intéressant de savoir qui l'on est. Peut-être, je pense que cette carte parle beaucoup de qui l'on est ou de qui l'on veut montrer aux autres. Ensuite, on a la carte du Deviant Moon Tarot avec le magicien. Je trouve ça intéressant parce que dans cette carte-là, je trouve que c'est assez fidèle à la carte qu'on a sur la Rider-Waite avec tous les symboles. Bon, évidemment, il n'y a pas la table, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a un public. On a une espèce de public en nombre. Alors, est-ce que ce public, par exemple, pourrait faire référence à qui l'on est devant les autres? Est-ce qu'on joue un rôle devant les autres? Et quelle est la place que l'on cherche à prendre en fonction des gens que l'on fréquente? Et il doit y avoir d'autres significations, bien sûr. Il y en a tout un tas. Et ensuite, pour parler du tarot des druides et du tarot Histoire de sorcière, je trouve que la représentation est plutôt fidèle à ce que montre le Rider-Waite. Mais l'auteur s'est approprié le jeu, donc les symboles sont disposés différemment. On n'a plus 3 pieds au niveau de la table, on a carrément un bloc, et donc on a une représentation qui est un petit peu différente. Mais c'est aussi intéressant de voir ce que l'auteur a voulu montrer, ce que l'auteur a voulu faire, et donc je trouve que c'est un jeu qu'il est nécessaire d'étudier quand on s'intéresse au battleur. Enfin, si on l'a et qu'on a envie, bien sûr, mais... Il y a aussi donc le tarot des druides, donc le magicien, là ils ont renommé la carte aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage a une main vers le haut, une main vers le bas, comme dans la réalisation précédente. Il y a aussi les 4 éléments sur la table, sauf que là on est plutôt sur une représentation druidique, donc avec une espèce de menhir à l'arrière, etc. Là c'est intéressant de s'intéresser à savoir pourquoi ils ont représenté la carte comme ça, pourquoi le coq, etc. etc. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je pense que si ça t'intéresse, tu devrais essayer de faire exactement la même chose avec tes jeux, peut-être de prendre un carnet pour écrire ce que tu penses et ressens par rapport aux différentes interprétations de tes différents jeux que tu as à la maison. Sur ce, je te laisse et on se retrouve pour la carte de la papesse. Au revoir!